Je dois remercier M. Novoselov et les amis de la Fondation de la Résistance de m'avoir invité cet après-midi. C'est un grand plaisir et un grand honneur. Ma présentation est en trois parties parce qu'en France, tout est en trois parties. Donc, d'abord, des questions de l'histoire et de la mémoire. Deuxièmement, cette question de la nouvelle histoire de la résistance. Et troisièmement, des réflexions sur le témoignage. Il y a un paradoxe que je voudrais souligner, c'est qu'on ne peut appréhender la résistance qu'à travers la mémoire, qui sert en quelque sorte de miroir déformant, grandissant certains éléments et minant d'autres. Mais la mémoire des résistants, concrétisée dans les récits à la première personne, des journaux personnels, des lettres, des témoignages écrits et oraux, sont pour moi des sources privilégiées qui donnent la possibilité de comprendre la motivation des résistants, ce qu'ils ont vécu et le sens qu'ils donnent plus tard à leurs expériences. Je travaillais avec la mémoire à trois niveaux. D'abord, le niveau de la mémoire individuelle ou personnelle. Deuxièmement, la mémoire collective dans le cadre d'un groupe. Et troisièmement, la mémoire collective d'une société ou d'une nation. Toutes ces mémoires sont construites, soit par l'individu ou par le groupe, mais dans le cas de la mémoire d'une société ou d'une nation, une seule mémoire collective s'impose à d'autres mémoires collectives comme dominantes. On peut l'appeler aussi un récit dominant ou un mythe. Et quand je dis mythe, je ne veux pas dire une fiction, je ne veux pas dire quelque chose qui ne s'est jamais passé, mais un récit qui sert à définir, à unifier et à légitimer un mouvement ou une collectivité. Donc le premier point est que les mémoires dominantes ou des mythes se succèdent. Et on commence toujours avec la mémoire gaulliste ou le récit gaulliste, qui est un récit guerrier masculin et national. Ce mythe est cristallisé dans le discours de Gaulle du 25 août 1944, que vous connaissez par cœur, et dans certaines institutions, comme l'Ordre de la Libération, dont 80% furent des soldats et 0,5% ou 6% des femmes. Et c'est aussi cristallisé dans certaines commémorations, comme le 18 juin à Mont-Valérien. Cette formulation d'une résistance militaire et masculine s'est perpétuée sous la 4e République par l'attribution de la carte de combattant volontaire de la résistance aux seuls qui ont résisté les armes à la main, dans les Français libres ou les forces françaises de l'intérieur, 90 jours avant le jour J. Donc ce n'est pas étonnant que moins de 10% des CVR furent des femmes. Ce mythe a atteint son apogée avec la panthéonisation de Jean Moulin en 1964, en la présence du général. Mais après sa mort, une lutte fratricide s'est déclarée entre les chefs des mouvements de résistance, tandis que le film d'Ophuls, Le chagrin et la pitié, que j'ai vu à Paris dès sa sortie en 1971, a explosé le mythe que la grande majorité des Français auraient résisté. Le grand tournant de la mémoire dominante, pourtant, s'est imposé en 1987 avec le procès de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo à Lyon, et celui qui avait torturé Jean Moulin. Ce procès a fait de la Shoah l'événement clé qui a défini la Deuxième Guerre mondiale en France. La résistance s'est trouvée marginalisée et dénigrée, car Jacques Vergès, l'avocat de Barbie, a fait venir en témoin Raymond Aubrac et a conforté le mensonge qu'Aubrac serait celui qui aurait trahi Jean Moulin. Après le procès Barbie, et c'est mon observation, mais vous me le direz, la mémoire de la résistance a été relancée par une nouvelle génération qui n'a pas connu la guerre directement. La fondation de la résistance, ici, et le centre de la résistance et de la déportation à Lyon, en furent des vecteurs. Désormais, au lieu d'être un combat contre l'Allemagne pour la patrie, le grand combat de la résistance aurait été contre le nazisme et pour les droits de l'homme. Les résistants furent toujours des héros, mais aussi des victimes, déportés au même titre que les Juifs.
Donc, en 1995, Jacques Chirac a reconnu le rôle de l'État français dans la déportation des Juifs qui se sont trouvés en France. Mais en même temps, il a cité le chiffre de Serge Klarsfeld, selon lequel les 3/4 des Juifs en France n'auraient pas été déportés, afin d'expliquer que si Vichy les avait trahis, le peuple français les a cachés, nourris et sauvés. Le mémorial de la Shoah à Jérusalem, Yad Vashem, a reconnu les justes parmi les nations à partir des années 60. Mais si vous allez rue Geoffroy-Lanier, vous trouverez que le nombre de noms s'est énormément multiplié à partir de la fin des années 80. En 2007, Jacques Chirac et Simon Veil ont présidé une cérémonie au Panthéon pour commémorer les Justes de France. Et Chirac a déclaré que, je cite, « En France, le pays des Lumières et des droits de l'homme, des Françaises et des Français, en très grand nombre, vont montrer que les valeurs de l'humanisme sont enracinées dans leurs armes. » Le récit d'une résistance guerrière, masculine et nationale s'est trouvé concurrencé et même remplacé par un autre récit d'une résistance plus humanitaire, plus féminine, mais toujours nationale. Cette bataille de la mémoire dominante s'est déroulée dans la vie politique et sociale française au plus haut niveau. Mais la victoire de ces mémoires dominantes s'explique du fait que d'autres mémoires collectives de résistance ont été marginalisées, réprimées ou recouvertes, ou du fait que des mémoires individuelles se sont éparpillées ou ont été refoulées ou n'ont pas pris comme des mémoires collectives de groupe. Par exemple, la mémoire communiste de la résistance, centrée sur le sacrifice des 75 000 fusillés et sur l'insurrection parisienne d'août 1944, a contesté la mémoire gaulliste dans l'immédiate après-guerre, mais fut marginalisée avec l'intensification de la guerre froide. La mémoire des républicains espagnols qui se sont réfugiés en France en 1939 et qui ont participé à la résistance française fut réprimée à partir de 1950 lorsque les pays de l'Ouest ont légitimé le régime de Franco. La mémoire des étrangers qui avaient participé à la résistance s'est éparpillée avec eux lorsque beaucoup d'eux sont rentrés chez eux en Europe de l'Est, en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Roumanie, pour fonder des démocraties populaires, ou ils sont allés en Palestine pour fonder l'État juif d'Israël. La mémoire d'une résistance juive a été refoulée lorsque des résistants juifs ont préféré souscrire au roman national et se présenter comme résistants français, où cette mémoire a été recouverte à partir des années 60 lorsque la mémoire de la Shoah a pris de vitesse la mémoire juive résistante. Et enfin, la mémoire de la résistance des femmes a mis longtemps à prendre, soit parce qu'elles ont rarement fait de la résistance militaire, soit à cause de leur modestie. Par exemple, une agent de liaison FTP dans le Nord qui cachait de la dynamite dans les betteraves disait aux années 80, elle a dit « Je n'ai pas grand-chose à raconter ». Julia Pirotte, qui avait fait du renseignement et de la propagande dans la région de Marseille, qui avait pris la préfecture des Bouches-du-Rhône, le tricolore à la main, et a pris des photos extraordinaires de la libération de Marseille, s'est vue refuser une carte de CVR 2 fois pendant les années 70. Elle a confessé, et je cite, « J'en suis fatiguée. J'ai quand même la satisfaction d'avoir fait quelque chose pour la France. Si elle ne veut pas le reconnaître, c'est son affaire. » Son cas ne fut pas aidé par le fait qu'elle était communiste, polonaise, juive et une femme. Lentement, cependant, des mémoires collectives furent constituées ou reconstituées et ont même essayé de contester des mémoires dominantes. La mémoire communiste a lancé une offensive au moment du 25e anniversaire de la libération en 1969 pour faire commémorer l'insurrection parisienne, et Jacques Duclos a posé la première pierre d'un musée de la Résistance à Ivry. Le musée a finalement ouvert ses portes à Champigny-sur-Marne en 1985, si je ne me trompe pas. La mémoire des républicains espagnols a commencé à se former après la mort de Franco en 1975, et un monument en leur honneur
fut inauguré par François Mitterrand et le Premier ministre espagnol Felipe González à Praiol, près de Foix, en 1982. La mémoire de la résistance des étrangers a vu le jour aussi en 1982, lorsque les anciens du groupe de résistance Carmagnole Liberté de Villeurbanne ont fait venir leur député, le ministre de la Guerre Charles Hernu, pour rebaptiser des rues et pour distribuer des médailles. L'un d'eux a contacté le professeur Annette Viviorca afin qu'elle fasse leur histoire. Dans ce livre que vous voyez là, ils étaient juifs résistants communistes, en 1986. 15 ans plus tôt, Annie Latour, de son vrai nom Annie Lévy, avait cueilli des témoignages d'anciens résistants de l'armée juive, à la fois en France et en Israël, après la guerre des 6 jours, pour écrire son livre sur la résistance juive en France, daté de 1970. Et le mouvement féministe des années 70 a favorisé la construction d'une mémoire de la résistance féminine. Jeanne Boeck, la résistante bretonne qui avait travaillé avec le SOI, a publié La plastiqueuse à bicyclette en 1975. L'Union des femmes françaises, proche du Parti communiste, a organisé un colloque sur les femmes dans la résistance en 1977 et a entendu Lucie Aubrac dire que les femmes résistantes ont été exclues des organismes de la résistance et de la vie politique à la libération à cause de ce qu'elle a appelé l'atavisme masculin. Quelques années plus tard, elle publia son propre témoignage et partirait dans l'ivresse. Deuxièmement, une nouvelle histoire de la résistance. Je pourrais présenter beaucoup de choses dans mon livre, mais je vais parler aujourd'hui du rôle des étrangers dans la résistance. Les nouvelles sources dont j'ai parlé permettent de réécrire l'histoire de la résistance avec des perspectives plus larges, majorant le rôle des communistes, des étrangers, des juifs et des femmes. Il serait peut-être plus exact de parler moins de la résistance française que de la résistance en France. Et pour expliquer tout ça, il faut faire un peu de recul et de considérer 3 grandes forces historiques. La première force est la révolution russe, qui a fourni un modèle de révolution internationale, ce qui a provoqué une réaction anticommuniste du fascisme et du nazisme, et qui, à son tour, a encouragé la guerre antifasciste. Alors qu'en 1936, la France et la Grande-Bretagne ont refusé d'aider le régime républicain espagnol, le Comintern a formé les brigades internationales d'antifascistes français, britanniques, hollandais, allemands, italiens, polonais, yougoslaves, roumains et même juifs de la Palestine. Beaucoup de ces combattants, surtout de l'Europe centrale et orientale, étaient déjà en marche, si vous voulez dire, en exil de leur pays d'origine. Deuxième grand mouvement, l'immigration des travailleurs étrangers en France pour suppléer à la main-d'œuvre française qui manquait après la Première Guerre mondiale. Donc il y avait des Polonais, des Italiens et des Espagnols. Là au centre, vous voyez des mineurs polonais, mais c'est un dimanche. Et certains, comme des communautés italiennes de la vallée de la Garonne, furent non seulement des travailleurs pour des raisons économiques, mais aussi des exilés antifascistes. Et troisièmement, il y avait l'exil en France pendant les années 30 des Juifs persécutés en Europe centrale et orientale. À Paris, par exemple, à cette époque-là, il y avait 90 000 Juifs de la Pologne, de la Russie, ou de la Hongrie ou de la Roumanie, dans une population juive de 150 000 personnes, surtout des petits artisans. Donc ces immigrés n'étaient pas très bien accueillis en France. Les anciens des brigades internationales et les Espagnols républicains qui avaient fui l'Espagne après la défaite de la République au début de 1939 furent internés dans les camps le long des Pyrénées, de Gurs à Angelès, en passant par le Vernet pour les politicos. Ils furent rejoints en septembre-octobre 1939, après le pacte germano-soviétique et la déclaration de guerre, par des exilés allemands anti-nazis qui avaient souvent dirigé les brigades internationales en Espagne. Et dès l'automne de 1940, les Juifs étrangers furent internés et le 23 octobre 1940, un train de près de 7000 Juifs allemands envoyés en France a déversé sa triste cargaison au camp de Gurs.
Les arrestations des Juifs étrangers culminèrent le 16 et 17 juillet 1942 à Paris, et puis en province et en zone libre. Il n'est donc pas étonnant que parmi les résistants en France, il y a eu énormément d'étrangers, dont beaucoup étaient aussi des communistes et des Juifs. Ils risquaient plus que les Français ordinaires. Ils ne pouvaient pas s'accommoder à Vichy et à l'occupation allemande. Lorsque les Allemands ont publié l'affiche rouge qui dénonce la résistance comme une armée du crime composée de communistes juifs et d'étrangers, ils ont dévoilé une partie de la réalité. Parmi les grands dirigeants de la résistance FDP était Joseph Epstein, un juif polonais communiste qui a fui la dictature de Pilsudski en 1931. Il a continué ses études de droit à Tours. Il a épousé une étudiante en pharmacie. Il est devenu commissaire politique dans les brigades internationales. Puis il a commandé les FDP MOI dans la région parisienne en 1943. Ljubomir Ilić, un Croate qui est venu en France en 1925 pour étudier l'architecture, commanda les opérations de guérilla en Espagne. Il fut interné à Gurs et au Vernet et s'est échappé du prison de Castres pour devenir commandeur FDP MOI dans la zone sud, et puis il est devenu membre du comité national militaire du FDP. À la tête des MOI, qui organisaient des travailleurs émigrés pour le compte du PCF, étaient deux juifs polonais et un juif tchécoslovaque, Arthur London. Les FDP MOI étaient des cellules les plus actives de la guérilla urbaine. Ils comptaient le groupe Manouchian à Paris, là vous voyez Manouchian, mais à Lyon vous avez le groupe Carmagnole Liberté, et à Toulouse, le 35e brigade, Marcel Lange. D'ordinaire, ces groupes étaient commandés par des anciens des brigades internationaux, tandis que les jeunes résistants étaient ceux qu'Annette Viviorca appelle les enfants du rafle, c'est-à-dire des jeunes juifs étrangers, garçons et filles, dont les parents venaient d'être déportés. Et là, vous avez deux images de l'un d'eux, qui s'appelle Léon Pfeffer, qui a, comme vous voyez, fini mal. Je vais vous donner une citation d'un de ces types qui est très intéressant, un type qui s'appelle Ignace Krakus. C'est un juif polonais, un ancien plombier, membre des brigades internationales, qui s'est échappé du Vernet caché dans une poubelle. Il faisait partie du groupe Carmagnole à Lyon. Un de ses amis l'a écrit comme suit. Il était juif, mais parlait mal le yiddish. Il avait fait la guerre d'Espagne, mais il parlait mal l'espagnol. Le français, il le massacrait. Il parlait un mélange de toutes ces langues, le métèque accompli, mais en sens aigu de l'organisation, une force et un caractère incroyable. Deux images de la libération par les Juifs et les étrangers. Vous avez d'abord la libération de Castres par la compagnie Haganau, qui a été formée en partie par les éclaireurs israélites de France. Et à droite, vous avez la libération, enfin l'après-libération de Villeurbanne par le groupe FDP MOI Carmagnole. Et vous voyez, il y a une majorité de jeunes femmes là-dedans. Au milieu de cette image, vous voyez le chef des FFI dans la région de Toulouse, Serge Ravanel. De son vrai nom, il était Serge Ascher, dont le père était juif et la mère tchèque. Il a commandé les FFI communistes dirigés par Jean-Pierre Vernant, qui comprenait des républicains espagnols, et il a commandé aussi le bataillon de l'Armagnac, dirigé par un agent SOI, le colonel britannique George Starr, où il y avait aussi des Espagnols. Par contre, Ravenel a eu du mal à s'imposer au corps franc de Pommiers, un ancien officier de l'armée de l'Armistice. Le général de Gaulle est venu à Toulouse, qui avait acquis la réputation de la République rouge. Il est venu le 16 septembre 1944. De Gaulle a humilié les soldats de Ravenel en prétendant qu'en tant que FFI, il n'avait pas mérité les grades militaires qu'il portait. Il a demandé à Starr de rentrer chez lui et d'amener avec lui ses mercenaires. Et en voyant les républicains espagnols défiler, ils ont piqué des casques allemands qu'ils ont repeints en bleu. De Gaulle a demandé à Ravanel « Qu'est-ce que c'est que ces Espagnols qui viennent nous emmerder et qui défilent avec les FFI ?» Et vous voyez, c'est comme ça que s'est imposé un peu le mythe de la résistance nationale. Alors, troisième partie, comment sont-ils devenus résistants? Il faut dire que ceci n'est pas le titre que j'ai choisi, c'est l'éditeur qui l'a choisi. Mais il explique assez bien une des approches du livre qui était de puiser dans des récits pour faire parler les résistants eux-mêmes. Ce n'est que
par leurs paroles, qu'on puisse comprendre la motivation des résistants, ce qu'ils ont vécu et le sens qu'ils ont donné plus tard à leurs expériences. Cela peut paraître évident, mais pendant très longtemps, les historiens français ont critiqué le témoignage comme source fiable. Je pense que ça remonte au temps de l'après-guerre, lorsque les archives étaient fermées et l'histoire de la résistance était faite essentiellement par les grandes gueules de la résistance, à travers leurs mémoires et leurs interventions médiatiques. Il y a eu un moment de crise en 1977, lorsque Henri Freinet, le chef de combat, a répété dans un débat au dossier de l'écran son accusation 4 ans plus tôt, dans La nuit finira, que son ancien rival, Jean Moulin, était à la solde du Parti communiste. Daniel Cordier, que vous voyez ici, l'ancien radio et secrétaire de Moulin, s'est visiblement fâché contre lui et a avoué de dire toute la vérité sur Jean Moulin à partir des archives, ce qui a donné naissance à Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon, à partir de 1989. Cet incident s'est produit au moment de la professionnalisation de l'histoire de la résistance, avec la passation des pouvoirs du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, dirigé par l'ancien résistant Henri Michel, à l'Institut d'histoire du temps présent, dirigé par François Bédérida. Bédérida et Cordier ont travaillé ensemble pour imposer les archives écrites qui sont devenues plus disponibles sous une loi de 1979 comme seule source fiable pour l'histoire de la résistance. L'IHTP a organisé une table ronde sur l'histoire orale en 1986, à la fin de laquelle Bédérida a déclaré, et je cite, que la résistance, qui était considérée comme le terrain d'élection de l'histoire orale, apparaît ici comme le lieu de triomphe de l'histoire écrite. Je suis partisan, moi aussi, des archives écrites, que j'ai largement utilisées dans les années 90 pour mon livre sur les Pays de la Loire sous l'occupation allemande. Mais pour ce livre, j'ai commencé aussi à interviewer des gens ordinaires qui ont vécu cette occupation pour entendre leur voix et pour comprendre leur point de vue. Plus tard, j'ai lu les grands historiens italiens de l'histoire orale, Luisa Passerini et Alessandro Portelli. Et Portelli a dit en 1979, « Il n'y a pas de sources orales fausses. Les sources orales nous apprennent non seulement ce que les gens ont fait, mais ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils croyaient qu'ils faisaient et ce qu'ils pensent maintenant de ce qu'ils ont fait. » Portelli dit aussi que lorsqu'un témoin dit « je », on a accès à ses sentiments et à ses motivations personnelles. Lorsqu'il ou elle dit « nous », on a accès à la vie du groupe. Et lorsqu'il ou elle dit « eux », on a accès à leur rapport avec la société ou le pouvoir. Le témoignage donc permet de naviguer entre la vie publique et la vie personnelle. Donc, pour revenir à ces témoignages, quels étaient les témoignages que j'ai utilisés pour ce livre? J'ai utilisé les témoignages de résistants publiés et des journaux non publiés, comme celui de Jacques Lecomte-Boignet, qui se trouve aux Archives nationales. J'ai utilisé ceux recueillis dès la fin de la guerre par le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui a assuré ces témoins que leur témoignage resterait dans le secret pendant 50 ans. J'ai utilisé des témoignages recueillis par le Musée de la Résistance, qui comprennent par exemple ceux de Carmagnole-Liberté, et les témoignages des inconnus, des soi-disant inconnus de la Résistance, recueillis par l'Humanité en 1984. Il y avait ceux recueillis par le Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation dans les années 90. Il y avait ceux recueillis par des chercheurs universitaires, notamment Olivier Viviurca et Laurent Douzou, pour leurs thèses respectivement sur Défense de la France et Libération Sud, qu'ils ont gentiment déposés aux Archives nationales. Il y a les récits, journaux et lettres de résistants et de Français libres publiés par Guillaume Piketty en 2008. Et il y avait un certain nombre d'entretiens que j'ai recueillis moi-même en 2012, dont celui de Cécile Roule-Tanguy, dont la fille Cécile est présente cet après-midi. Et pour terminer, je vous donnerai 3 exemples. Donc, premier exemple, Jacques Lecomte-Boignet. C'est un résistant
improbable. Né en 1905, fonctionnaire à la préfecture de police de Paris, père de 4 enfants et myope. Il n'a pas fait la guerre de 40, normalement, comme il a dit, mais il fut obsédé par la mémoire de son père, qui est parti à la guerre le 2 août 1914 et n'en est pas revenu. De plus, il avait épousé une fille du général Mongin, et son beau-frère était Diego Brossé, un héros des Français libres qui en avait épousé une autre fille. Il a écrit dans son journal en avril 1942 « Je ne voulais pas laisser à mes enfants le souvenir d'un père qui serait resté pendant tout ce temps-là, les pieds tranquillement dans ses pantoufles, à attendre que ça passe. » Il décrit par exemple le moment magique où il rencontre dans un café en face de la gare Saint-Lazare la mystérieuse personne qui va l'introduire au groupe Combat. Je cite, « Je vis apparaître une grande fille blonde en manteau de fourrure, très élégante, sous un tricorne à la mode. Elle me pose quelques questions sur mes possibilités et sur mon emploi du temps. Alors elle se lève, parle très haut de choses et d'autres, et me propose de l'accompagner jusqu'à l'opéra. Nous marchions dans la nuit. Son accent anglais met dans cette conversation une pointe de mystère qui n'est pas désagréable. Combat est fauché peu de temps après par des arrestations et le comte Poinet essaie de le reconstituer en zone nord sous le nom de ceux de la Résistance. Il décrit plus tard les rivalités entre la résistance intérieure et les Français libres. En novembre 1943, il est délégué à l'Assemblée provisoire consultative à Angers. Et il rencontre Brossé et ses hommes. À droite, vous voyez Brossé. Il dit « Je fus très intimidé par ces hommes puissants, brûlés par le soleil, dans leurs uniformes blancs. » Et à Paris, le 27 août 1944, le comte Poinet est parmi des chefs résistants reçus par De Gaulle au ministère de la Guerre. Il conclut « Nous sommes dans une forteresse, la forteresse du gaullisme de l'extérieur. C'est une Troie dans laquelle il n'est pas question que nous fassions entrer notre cheval. De Gaulle nous remercie moins qu'il nous donne des conseils de modération et de calme, conseils qui sont plus les ordres que les conseils. » Et je pourrais ajouter que Cécile Rod-Tanguy était à la même réception et elle s'est plaint qu'on ne leur a pas offert même un verre de vin. Deuxième exemple, Genia Kubotsiev ou Genia Gemeling. Celle-ci est née en France en 1916 de 2 médecins russes divisés par la révolution de 17. Le père était juif et communiste et il a quitté sa mère orthodoxe et populiste lorsque Genia avait 3 ans. Sa mère s'est remariée avec un cosaque, un ancien de l'armée blanche qui faisait des études de médecine à Paris. Leur milieu à Paris fut plutôt tsariste et populiste que révolutionnaire. Mais Genia fut traitée de juive au collège russe de Boulogne-Billancourt et donc s'est sentie déjà marginalisée. Elle s'est mariée avec un Français nommé Deschamps, mais elle s'en est éloignée lorsqu'elle a rejoint Défense de la France avec son amie Hélène Motkovitch, plus tard Hélène Vianney, elle aussi d'origine juive russe. Comme infirmière en 1940, elle a aidé des aviateurs britanniques à sortir du pays. Elle a souffert de l'occupation allemande et, je cite, « Elle avait marre de céder le trottoir à ces types qui se sentaient chez eux. En tant que juif, elle a failli être arrêtée et déportée. Elle a quitté son emploi et s'est inventée une nouvelle identité. Et elle explique que son rôle dans Défense de la France était un rôle de femme, mais un rôle très important, celui de la liaison et de l'intendance. Fourniture, contact, meeting, sécurité. Son travail, elle dit, était de, je cite, « boucher des trous » après des arrestations de résistants. Son mari fut tué sur le front de Champagne en septembre 1944 et de toute façon, elle ne pouvait vivre qu'avec ceux qui avaient connu la résistance. Elle a épousé Jean Gemeling de Combat et donc est plus connue sous le nom de Genia Gemeling. Pour terminer, elle a un jugement cinglant sur le fait que certains résistants ont profité de la résistance pour se tailler des places après la guerre, tandis que d'autres ont travaillé avec les dégâts de la guerre. Elle a travaillé avec des enfants de déportés et de réfugiés en France et en Allemagne. Et en parlant des siens, elle dit « Pour la plupart,
ils ont perdu 3 ou 4 ans de carrière. Ils ont été démolis nerveusement ou physiquement ou psychiquement. Et ça, c'est souvent infléchi sur la génération d'après, ce qu'on a négligé. Donc, on n'a pas fini de payer. Et dernièrement, Max Weinstein. Né en 1927, fils d'un juif de la Galicie qui est venu en France pour échapper au service militaire dans le nouveau État de la Pologne. Ce père a travaillé dans les mines de fer en Lorraine, puis s'est installé comme marchand forain sur la place de Nancy. La famille l'a suivi lorsque le père fut mobilisé comme ouvrier à l'arsenal de Roanne en 1940. Et Max et son frère aîné partirent pour Lyon à l'été de 1942, quand les rafles de juifs s'intensifièrent. Ils étaient donc des enfants du rafle. À Lyon, Georges a rejoint le groupe FDP Moy Carmagnole, mais Max fut trop jeune. Il a intégré la branche cadette de Carmagnole, appelée plus tard l'Union de la jeunesse juive, et fut formé par Charles Lederman, avocat et militant de la Moy. Son travail était essentiellement de distribuer des tracts. Il a pris part à la libération de Villeurbanne et a reçu un pistolet d'une résistante italienne, Malfada Motti, qu'il considéra comme une grande sœur. Après la libération, il s'est enrôlé dans le 1er régiment du Rhône, qui avait une compagnie juive, mais rebaptisé le 127e régiment des forces terrestres alpins. Le régiment fut confié à des officiers considérés par Weinstein comme, je cite, pétainistes ou planqués. Il a accepté un prime de 3 000 francs pour quitter l'armée. Pendant longtemps, il n'a pas pensé à cette résistance juive. Il est devenu communiste et a poursuivi sa carrière dans l'industrie de radio. Plus tard, autour du procès Barbie et autour de la question du rôle de Vichy dans la Shoah, il a publié ses mémoires, Souvenir, en 1997. Et en 2008, il a créé une association, Mémoire des résistants de la MOI. Il a aussi essayé de fonder un musée, je pense jusqu'ici, sans succès. On peut dire que dans son cas, c'est une mémoire spécifique de la résistance, d'une résistance juive qui a eu du mal à s'imposer parmi d'autres mémoires de la résistance juive et parmi d'autres mémoires de la résistance tout court. Mon livre, tout en étant un livre d'histoire, plaide pour une mémoire de la résistance plus diverse, plus inclusive, plurielle si vous voulez. Un livre qui reflète la diversité de la société contemporaine et qui la légitime en faisant ressortir la contribution des minorités à l'histoire nationale. Ce livre plaide aussi pour une histoire plus humaine dans laquelle on entend les voix de ceux qui y ont participé, avec leurs moments de grandeur et de faiblesse, leur joie et leur peine. Merci.